petite conférence de presse qui sera présentée par Fatima Har de Paris et Yassine Chednouf du 20 février, Flandre. Ensuite, nous allons enchaîner avec la petite conférence à plusieurs thématiques. Il y en a 6 au total. Je ne les connais pas par cœur, ne me les demandez pas. Et ensuite, on arrivera aux alentours de 18 h et la soirée culturelle commencera aux alentours de 18 h 30 jusqu'à 21 h 30. Il y a des groupes de musique qui sont prévus, des poètes. Donc voilà. Tahiyya Shab al-Maghribi, je vous laisse avec Fatima. Bonjour. Donc Fatima Har, je suis du mouvement du 20 février de Paris de France. Donc nous venons de France aujourd'hui pour assister avec l'ensemble des militants du mouvement du 20 février d'Europe pour commémorer donc le premier anniversaire du départ des manifestations donc au Maroc. Le 20 février 2011, comme vous le savez tous, dans toutes les villes du Maroc, dans les petites villes, dans les petits villages du Maroc, donc sont parties des manifestations pour dire que maintenant ça suffit. Nous voulons la liberté, nous voulons la démocratie, nous voulons la justice sociale. Et comme ça, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui n'ont jamais fait de la politique, des gens qui sont dans des associations, dans des partis politiques, des gens qui sont étudiants, qui sont chômeurs, qui travaillent, qui ne travaillent pas, sont partis pour dire dans le Maroc, nous voulons le changement. Donc tout ça s'est passé dans un cadre particulier. C'est le départ donc, de la contestation qu'a connue les pays donc, de la région, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Yémen et plein d'autres pays donc, de cette région. Et donc depuis cette date-là, nous nous sommes rencontrés tous, des hommes, des femmes, pour dire qu'il faut qu'il y ait un changement au Maroc. Et ça se traduit par des réunions publiques, des manifestations toutes les semaines, dans les grandes villes, dans les grandes places, mais aussi dans des petits villages, donc du Moyen Atlas, du Rif, dans des coins les plus reculés du Maroc. Ce sont des manifestations pacifistes, donc ce sont des gens qui sortent pour dire juste qu'on voudrait qu'il y ait donc un changement. Alors depuis, les gens donc, ont manifesté, ils ont développé donc leurs arguments, ils ont développé leurs revendications, ils ont un petit peu évolué. Et par contre, quelque chose est resté clair et net pour tout le monde, c'est l'unité, c'est resté pacifique, c'est resté sur les demandes pour la liberté, la démocratie, la justice sociale, l'égalité. Voilà, et bien entendu le chemin n'a pas été facile, le chemin n'a pas été... on a eu donc droit à des baltagias, c'est-à-dire on a eu droit à Marcel qui a envoyé ses bras armés sous forme de casseurs qui sont venus raconter un petit peu n'importe quoi sur le mouvement, dire que ce n'est pas un mouvement si, que c'est un mouvement extrémiste. On a essayé de raconter un petit peu plein de choses, on a jeté des tomates, on a essayé d'empêcher les manifestants de passer, on les a empêchés de s'exprimer, on a raconté dans les journaux qu'il y aura une nouvelle constitution qui va régler le problème donc, du Maroc et que tout va se passer. On a donné des scores donc, irréalistes, 98% de oui, soi-disant à la constitution du 1er juillet 2011, mais au fait la réalité a été différente, c'est que les gens ils ont continué à manifester. Il y a eu des élections législatives récemment et donc soi-disant il y a eu donc des gens qui sont allés s'exprimer, mais en fait pas du tout. Nous dans le mouvement on a appelé au boycott de ces élections qui ne représentent, qui n'émanent pas du peuple, qui ne sont pas basées sur une constitution qui émane donc du peuple marocain. Le peuple marocain n'a pas été consulté, nous n'avons pas été consultés, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit femme ou homme au Maroc, on n'a pas été consultés. Donc nous avons appelé donc, à boycotter la constitution de juillet 2011, comme nous avons appelé à boycotter les élections donc, de novembre 2011. Et nous arrivons donc aujourd'hui le 18 février 2012 pour commémorer donc, ce premier anniversaire où nous avons vu que malgré malgré donc
l'empêchement de s'exprimer malgré donc les contre-vérités et tout ça, le mouvement a continué. Et même nous avons connu une grosse répression. Il y a des militants à nous qui sont en prison. Donc je ne citerai que El-Haqad, qui est un jeune casablancais qui est rappeur. Et donc à cause de ses textes, à cause de son engagement dans le mouvement du 20 février, il a écopé de 6 mois de prison. Donc il vient donc de finir, il vient de sortir de prison après avoir purgé sa peine, et on ne lui reproche rien exactement, à part le fait qu'il soit engagé, qu'il soit une voix du mouvement du 20 février. Et nous avons aussi connu donc, la répression dans plusieurs villes du Maroc, récemment donc, dans les villes de Bni Mellal, de Salé, et surtout la ville de Taza, donc, où les jeunes qui demandent donc, du travail, qui veulent juste manifester contre la vie chère, donc ont été poursuivis dans les rues, arrêtés, jugés, jetés en prison. Voilà, donc je vous ai fait donc un petit survol rapide, mais s'il y a des questions, donc je peux y répondre. Je vous remercie. السلام عليكم. يعني أرحب بكم باسم تنسيقية دعم حركة 20 فبراير في بلجيكا وشباب حركة 20 فبراير بلجيكا وحركة 20 فبراير فلاندرن. أشكر هذا الحضور وأشكر الحضور اللي جاءوا من الدول الأجنبية. يعني هذا الحضور الطيب يدل على أن الشعب المغربي فعلا الجالية المغربية فعلا تتضامن مع الحراك الشعبي في المغرب وفي المنطقة. يعني تأخرنا شوية فعلا يعني ولكن غادي نبداو بالبرنامج. كاينين الورشات حول عدة مواضيع يعني الدستور الممنوح والانتخابات، الإعلام وحركة 20 فبراير وإلى آخره. ومن بعد كاين واحد أمسية ثقافية فنية وما نطولش عليكم. عاش الشعب المغربي وعاش حركة 20 فبراير وشكرا. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle par rapport à ce qui vient d'être dit. Si oui, on peut faire un petit tour de salle. Sinon, on va devoir commencer avec la première intervention qui sera de Mélodie Wadeh. Voilà. Merci beaucoup. On a dit qu'on va mettre 10 minutes à peu près hein, pour chaque intervention, de manière à ce qu'on ne soit pas très lent et que la salle puisse aussi participer au débat. Dans mon intervention, je vais essayer de poser un peu le fond général dans lequel se déroule l'ensemble du mouvement social au Maroc, dans le mouvement du 20 février. Alors ce fond, il faut bien entendu savoir que c'est un fond de crise. C'est une crise fondamentale que le régime a subie. Et il a dû adapter son agenda au mouvement du 20 février. Jamais un mouvement n'a aussi rapidement imposé un agenda au pouvoir que le mouvement du 20 février. Il a dû procéder à une réforme de la Constitution, avec ce que ça vaut bien entendu. Il a dû se résoudre à organiser des élections anticipées. Alors, la question qui se pose d'abord, c'est ce fond de crise va-t-il continuer? Et quel est l'avenir du mouvement du 20 février? Est-il dû uniquement à des facteurs exogènes, c'est-à-dire des facteurs externes, ou y a-t-il aussi des facteurs que le mouvement du 20 février lui-même doit préparer? Alors, on va essayer de voir ce fond, et d'abord un fond de crise économique. Et pour cela, je vais partir du... Je me suis coltiné le rapport du FMI, d'une centaine de pages. Je vais essayer de vous faire une petite synthèse pour vous montrer la difficulté qui attend le gouvernement de Belkacem. Et aussi, parallèlement, les beaux jours qui attendent le mouvement du 20 février s'il sait s'y prendre. Alors, quelles sont les prévisions du Fonds monétaire international? Il y a deux scénarios que je vais vous exposer rapidement. Il y a ce qu'on appelle un scénario de référence, c'est-à-dire un ensemble de mesures qui sont recommandées par le FMI au prix
desquels le Maroc sera le bon élève, et il y a un scénario qu'il appelle un scénario de dégradation de la fiabilité financière macroéconomique du Maroc. Alors, le premier scénario de référence, il impose des mesures phares pour que l'économie marocaine soit celle des pays émergents bons élèves. C'est quoi ces mesures fondamentales? Eh bien, elles sont sur deux volets. Un volet purement financier, à savoir la réduction des salaires minimums et la baisse du coût à l'embauche. Le premier volet. Le deuxième volet, la réduction des charges de l'État en matière de subventions généralisées. Ce qu'on appelle en arabe Sondo al-Maqasa, c'est-à-dire la caisse de compensation. Si ces mesures sont prises, effectivement, les prévisions du FMI prévoient un taux de croissance du Maroc qui passerait de 4,3% actuellement à 5,9% d'ici 2016. Et donc, il serait un peu dans le peloton des pays qu'on appelle émergents. Vous savez que les taux de croissance sont à deux vitesses. Dans les pays développés, comme la zone euro, les taux de croissance sont faibles. Ils sont aux environs de 3%. Alors que dans les pays émergents, exemple la Malaisie, le Brésil, la Turquie, etc., ils sont au voisinage de 7%. Le Maroc, dans la campagne électorale de Ben Keren, du PJD en général, la promesse était d'amener le taux de croissance à 7%. Un mois plus tard, après la formation du gouvernement, lors de la présentation du programme du gouvernement, cette promesse est passée à 5,5%. Un mois plus tard, c'est-à-dire maintenant, elle est passée à 4,2%. Donc vous voyez bien la difficulté qu'attend ce gouvernement au tournant. Ça, c'est donc le scénario de référence que le gouvernement a essayé plus ou moins de promettre, mais il ne tiendra pas. Parce que toucher à la subvention généralisée. Alors j'explique rapidement la subvention généralisée. C'est qu'il y a des produits qui sont subventionnés par l'État de manière à ce que leur prix reste à un niveau fixe. Ce sont essentiellement les produits pétroliers, les produits énergétiques d'une manière générale, c'est-à-dire le pétrole et le gaz méthane, et puis quelques denrées alimentaires, notamment le sucre et certaines variétés de farine. Mais la plus grosse part revient aux produits énergétiques, qui représentent 85%. Avec l'augmentation de la facture énergétique ces 2 dernières années, la caisse de compensation est passée de 32 milliards à 63 milliards. C'est-à-dire pratiquement une augmentation de 50%. Le pouvoir a dû l'acheter pour avoir la paix sociale. On se demande comment le gouvernement actuel, populiste comme il est, peut toucher à cette caisse de compensation. C'est-à-dire remettre les produits à leur prix réel. Bien entendu, une réforme de cette caisse est obligatoire. Il est injuste que la subvention des produits pétroliers bénéficie aussi bien aux plus riches qu'aux plus déshérités. Celui qui roule en 4x4 n'a aucune raison d'être subventionné par l'État. Par contre, celui qui a une petite voiture pour amener ses enfants à l'école, bien entendu, il en a besoin. Et celui qui n'a pas de voiture du tout n'a absolument pas besoin que le 4x4 soit subventionné. Donc il y a une réforme de justice à avoir, mais encore faut-il avoir le courage de le faire. Ça, c'est la première chose que le gouvernement de Ben Keren ne fera pas. Et donc, les prévisions du FMI renvoient plutôt à l'autre scénario de dégradation, auquel je vais revenir tout à l'heure. La deuxième réforme qui est donc recommandée par le FMI, c'est la réduction des salaires minimums. Or, les salaires minimums représentent la majorité des travailleurs au Maroc. Ils sont tous à des taux de salaire voisins du SMIC. C'est cela qu'on veut réduire. Plus la réduction du coût à l'embauche. Si ça ne vous rappelle pas quelques réformes que la droite a voulu engager en France, on n'est pas loin du CPE,
comment il s'appelle, de Villepin, etc., du SMIC jeune, etc. On n'est pas loin. Le gouvernement ne sera pas faire sur 5 ans. Et donc, c'est pour vous dire qu'on s'orientera plutôt vers le scénario de dégradation. C'est quoi le scénario de dégradation? Ça veut dire que la dette publique va augmenter. Au lieu d'être maintenue vers les 54%, en moyenne, elle est de 50% pour les pays émergents, il est considéré comme correct. Eh bien, on va s'orienter à une dette publique qui avoisinerait les 66% du produit intérieur brut. C'est-à-dire vraiment le scénario catastrophe, pas loin de ce qui se passe en Grèce. Ça, c'est le scénario catastrophe que le FMI promet si on ne touche pas donc à la subvention généralisée, au salaire minimum et au coût à l'embauche. En plus donc, de cette dette publique qui avoisine les 66%, on aura un taux de croissance qui n'est pas loin de 4,1% si tout va bien. Il suffit qu'il y ait une pluviométrie médiocre, une légère envolée des produits énergétiques pour que ce taux de croissance soit annihilé complètement. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement de Ben-Kiran, comme il dit que sur la volonté de Dieu, on va lui dire Léaou. Mais c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Sinon, il y a des atouts, effectivement. Ça ne veut pas dire que la situation est sombre pour notre pays. Il y a des atouts. Nous avons un pays avec pratiquement 95 000 km² de terres cultivables. C'est-à-dire 3 fois la Belgique, là où nous sommes, pour produire efficacement une autosuffisance alimentaire. Nous avons 2 mers, comme crient les jeunes, à Tanger. On a 2 mers, la Méditerranée et l'Atlantique, presque 2500 km de côte. Et pourtant, 80% de la production halieutique est dirigée vers l'exportation. Ensuite, nous avons bien entendu une industrie faible, et c'est ce secteur-là qu'il faudra travailler. Or, vous connaissez la dépendance de l'économie marocaine par rapport à la zone euro. Il ne faut pas compter sur un développement industriel de pointe. Tout ce qu'il y aura, c'est par exemple quelques délocalisations, comme l'usine Renault qui va être installée à Tanger, où on va chercher plus la proximité géographique, les bas salaires et une main-d'œuvre peu qualifiée, parce que la plupart des produits seront fabriqués en Europe simplement de question de montage, là où la main-d'œuvre est la moins chère. Ce n'est pas ça qui va bien entendu développer le secteur industriel. Nous avons le secteur textile, mais ça a été tellement mal engagé depuis 5-6 ans que maintenant la concurrence chinoise menace effectivement les produits textiles du Maroc. Ensuite, nous avons le secteur des mines, mais là je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il y a une pieuvre qui domine tout, qui contrôle tout, c'est la holding royale, l'ONA. Et donc, il ne faut pas compter sur ce secteur non plus pour augmenter le taux de croissance. Le taux de croissance est à chercher ailleurs. Et ça, c'est peut-être les amis qui vont, je ne vais pas trop vous assommer avec des chiffres. Disons simplement que des potentialités existent, mais il faut à ce moment-là non plus des plans sectoriels, mais des plans intégrés de toute l'économie marocaine et qui demandent l'adhésion des hommes et des femmes de notre pays. Et non par la définition, par des bureaux d'études installés à l'étranger et qui amènent des études, des projets tout faits pour que même le gouvernement se trouve en train simplement d'entériner des décisions prises dans l'opacité la plus totale. C'est ce qu'on appelle le gouvernement de l'ombre, c'est lui qui décide dans tous les secteurs, y compris économie, financière et politique. La deuxième chose maintenant, rapidement sur la situation politique. Nous avons un gouvernement que j'appelle islamo-populiste. Vous avez bien vu les promesses de Ben-Kiran, vous avez bien vu que tout tombe à l'eau. C'est de l'islamo-populisme dans sa pure expression. Et cet islamo-populisme n'est pas à la barre dans notre pays, ce n'est pas lui qui gouverne. La preuve, une seule preuve, c'est qu'au moment où le froid intense envahit le pays, certaines forces obscures
ont choisi d'aller détruire des logements, soi-disant Bina al-Shwani. Ils auraient pu attendre quelques mois de plus. Ils auraient pu le faire avant. Ben non, c'est pour indiquer au gouvernement, c'est nous qui décidons. Donc, Ben Kira n'est pas sorti d'auberge. Dernièrement, je l'ai vu hier, il y a quelqu'un de la direction du Parti Justice et Développement, donc du PJD, qui s'appelle Nordin Boubkan. Il était l'homme de Mustafa Ramid. Il a décidé de porter plainte contre le chef des forces auxiliaires, Mahmoud Al-Nekri. Mais nous ne nous y trompons pas. Nous savons, nous connaissons ce double jeu du PJD. Toujours, il envoie deux messages. L'un pour dire au pouvoir, je suis ton meilleur rempart. C'est moi qui veux tout défendre le mieux. Et un autre pour envoyer quelqu'un pour essayer de capter la sympathie de la rue. Ce que faisait Mustafa Ramid avant, en disant, moi je défends les droits de l'homme, n'hésitons pas des fois à aller contre sa direction. Maintenant c'est son nombre qui le fait, parce que Mustafa Ramid est grillé, vous le savez bien. Eh bien, ça s'appelle Nordin Boubkan. Maintenant, il a décidé que lui, c'est le défenseur des droits de l'homme au PJD. Il a décidé de porter plainte contre la Negri. Mais ne nous y trompons pas, et je ne vais pas m'étendre un peu plus, pour laisser et puis à la salle de prendre la parole aussi. Je vous remercie. Juste une petite rectification. En fait, dans la précipitation, on a un petit peu bousculé l'agenda. Il va y avoir un mot à présent de Khaled Mansouri qui va faire l'introduction de la conférence débat. Merci beaucoup. Et alors, je viens d'apprendre, il va y avoir aussi le mot d'accueil de la section Paris. Donc si la personne peut déjà venir se présenter sur la scène, merci. Monsieur Bouffet. Voilà, donc problème technique est réglé, donc bonjour à tout le monde. Donc c'est vrai parce que normalement dans le programme, donc, il était prévu que donc, on va faire la conférence de presse après conférence débat. Donc voilà. Donc maintenant pour commencer, donc il y a des thèmes, on a ici 6 thèmes. Donc Milo il a déjà entamé le thème. Il y a d'autres camarades qui sont venus d'ailleurs, de l'Allemagne, de Dijon, donc ils n'étaient pas prévus. Donc après, donc, on va leur demander quand même de dire un petit mot de présentation. Et maintenant, on va commencer par le mot des organisateurs. C'est Badr qui va lire le mot des organisateurs. Badr. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à Bruxelles pour commémorer le premier anniversaire du combat pacifique pour la liberté, la dignité, l'égalité, la justice sociale. Ce n'est pas juste une commémoration, mais c'est pour dire nous continuons ce combat qui a été commencé par les Marocains libres qui ne veulent qu'avoir un État qu'ils peuvent considérer comme un vrai État de droit. Ce combat ne s'arrêtera qu'au moment où toutes les revendications du mouvement du 20 février seront réalisées l'une après l'autre. Dames et heren,
U bent van harte welkom in Brussel om de eerste verjaardag te herdenken van de vreedzame strijd voor vrijheid, waardigheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Het is niet alleen de herdenking, maar we komen hier vandaag om te zeggen dat we doorgaan met deze vreedzame strijd. Die werd gestart door vrije Marokkanen die niets anders willen dan een staat die ze kunnen beschouwen als de echte rechtsstaat. De strijd gaat niet stoppen totdat alle claims van de 20 februari beweging gerealiseerd zullen worden. De een na de ander. Ladies and gentlemen, you are welcome in Brussels for the first anniversary of the peaceful struggle for freedom, dignity, equality and social justice. It's not just celebrating, but we came today here to emphasize that we continue the peaceful struggle which was started by free Moroccans who want nothing more than a state that they could consider the real rule of law. The struggle will not stop until all the claims of the February 20 movement will be realized, one after the other. Suithma, Deithma. أتقدم خموني أسا ذي بروكسل باش نأكد من ناسو باش نيني قا عاد أمن غيرنا عاد يقول حما نويد ذير اللي تمقدد ديمقراطي نسيد باش نيني أقنق 20 فبراير غطاوي من خففة زي نهار 20 فبراير أحقق مطالب ناس إيش الثالث النظام. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في بروكسل لإحياء الذكرى الأولى للنضال السلمي من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية. لم نأتي هنا فقط للاحتفال، بل جئنا لنؤكد على استمرارية النضال الذي بدأه المغاربة الأحرار الذين لا يريدون إلا دولة يمكن اعتبارها فعليا دولة الحق والقانون. لن يتوقف هذا النضال حتى تحقيق جميع مطالب حركة 20 فبراير، مطلب وراء مطلب. عاش الشهداء، عاش الشعب، عاشت 20 فبراير. عاش الشعب، 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 عاش الشعب. Donc merci Bod. Donc voilà, donc l'anniversaire c'est pas vraiment donc un jour ou bien donc un moment qu'on va un petit peu voir, mais c'est vraiment c'est un jour. On va faire l'évaluation d'un autre combat et on va penser aussi à les perspectives de ce mouvement. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui donc on est là pour dire voilà qu'est-ce que ce mouvement-là a fait et qu'est-ce qu'il va faire de l'avenir, parce que maintenant un an. Voilà, donc beaucoup de gens ils vont dire pourquoi dans d'autres pays, donc ils ont fini vraiment d'établir un état de droit, un état démocratique dans peu de temps. Il y a Tunisie et l'Égypte, c'était vraiment un petit peu vite par rapport à nous, mais au Maroc, jusqu'à maintenant, il faut le dire la vérité, donc c'est vrai le mouvement il est là, il est continu, etc., mais il n'a pas encore vraiment déclenché un mouvement de masse, c'est ça qu'on veut. Voilà, donc il y a des thèmes, donc on a choisi des thèmes un petit peu pour voir un petit peu de tous les horizons, donc politique, sociale et presse et tout. Donc maintenant on va commencer par le thème les médias, et le 20 février il va être présenté par en fait il y avait d'abord le mot de Fatima et de Saïd Fatima ou Saïd mon pari. Oui, d'abord, ok, ça va. Donc voilà. Bon, rebonjour. Moi, ce que je voudrais, parce que bon, je pense que nous avons un petit peu situé
la situation donc économique, je voudrais juste dire 2 petits mots sur les luttes sociales en ce moment donc au Maroc, dans le cadre du mouvement du 20 février, mais aussi en dehors du mouvement du 20 février, parce que le grand apport du mouvement du 20 février, c'est qu'il a quand même cassé un tabou au Maroc, et donc il a permis de libérer la parole, et donc de permettre aux gens de s'organiser, de s'exprimer un petit peu. Donc au lendemain donc, du 20 février 2011, donc, nous avons assisté à Khribga, donc dans les phosphates, donc il y a Youssoufia, donc à ces grandes luttes de ces jeunes qui ont demandé donc à trouver du travail. En fait, c'était une première donc approche pour moi de la demande donc du partage un petit peu des richesses, parce que donc Wadih donc nous parlait donc un petit peu de la situation économique tout à l'heure. Il y a aussi donc cette manne qui est le phosphate, et donc les gens de la région donc n'en profitaient pas. Donc il y avait donc ces premières luttes donc pour les chômeurs donc dans la région de Khribga et de Youssoufia. Et donc dans le cadre donc de ces luttes, donc je vous rappelle que donc on a connu à Asfi donc des grandes manifestations qui a donné donc 2 martyrs donc du mouvement du 20 février à Asfi. L'autre grand mouvement qu'a connu le Maroc donc depuis, c'est Bouarfa, donc dans cette ville donc de l'est du Maroc. On a vu donc toute la population donc qui s'est emparée donc du dossier un petit peu socio-économique, qui s'est manifestée par le refus de payer donc les factures d'électricité, les factures d'eau qui étaient exorbitantes pour la plupart donc des gens dans des petites villes, des villes un petit peu marginalisées comme peut l'être l'est du Maroc. Et donc cette lutte donc, qui a donné lieu donc, à une militarisation de cette région, qui a donc fini par l'emprisonnement de syndicalistes et de militants du mouvement du 20 février. Pareil, qui ont été donc condamnés pour leur engagement, qui ont été jetés en prison. Dans le cadre donc, de ce grand mouvement qu'a connu le Maroc depuis donc, le 20 février 2011, on a connu dans la région du Moyen Atlas donc, tous ces petits villages éloignés donc la population, hommes, enfants, toute la population donc, qui est sortie pour dire que ça suffit donc d'exploiter les richesses minières donc, que peut donc posséder le Maroc sans que les gens en voient l'usufruit. Donc il y a eu donc cette bataille pour l'eau dans plusieurs villages. Les gens sont quand même descendus jusqu'à Rabat pour aller manifester devant le Parlement dernièrement. On a vu récemment, donc au mois de décembre et de janvier, à Kénitra, toute une population d'un village protester contre la spoliation donc, des terres. Pareil, donc ça a fini par l'arrestation des gens qui sont passés devant un tribunal, qui ont été condamnés. Le mouvement donc, du 20 février s'est accompagné par un mouvement qui existait bien entendu avant, c'est le mouvement donc, des chômeurs, plus particulièrement les diplômés chômeurs, donc, qui ont intensifié donc, leur lutte en occupant donc, des administrations et des choses comme ça. Et ça a fini, comme vous le savez, au mois de... donc là, en début d'année, par ces manifestations devant le Parlement et par l'immolation par le feu donc, de plusieurs personnes au Maroc. Ce n'est pas rien. Donc cette année, elle a connu quand même des luttes assez importantes, comme la grève donc, dans la fonction publique, tout particulièrement dans le Moqataat, les administrations donc, territoriales. Donc il y a eu donc, des grèves à répétition. On n'en parle pas. Les gens ont manifesté à plusieurs reprises pour augmenter leur salaire, pour leurs conditions de travail. Et moi, ce que je trouve aussi extraordinaire dans cette année de lutte, et ce n'est pas rien, c'est tout ce débat qui donc, a émergé dans la société marocaine à propos de l'égalité de l'homme et de la femme. C'est vrai que le mouvement du 20 février n'avait pas ce slogan donc, de l'égalité dans ses revendications, mais c'est quand même une préoccupation donc, de la moitié de la société, et ça n'a pas manqué d'être mis sur la table. Il y a beaucoup de coordination au Maroc qui donc l'ont rajouté à leurs revendications. Et pour revenir sur le volet socio-économique, bien entendu, il y a les événements de Taza, donc, où on a tout un quartier bien entendu marginalisé, un quartier populaire, un quartier donc, où la pauvreté est importante, où vous avez donc des jeunes, donc c'est parti avec donc, des diplômés chômeurs, et donc des jeunes qui ont commencé donc, à manifester contre la vie chère, contre l'augmentation donc, des tarifs de l'électricité, de l'eau.
Et vous connaissez un petit peu la suite parce que donc, la région a été complètement bouclée, des manifestants ont été arrêtés, des maisons ont été fouillées, il y a eu des menaces contre la vie des personnes et voilà. Donc j'ai voulu faire donc, ce petit tour d'horizon pour un petit peu voir cette voie qu'a ouvert le mouvement du 20 février. Et bien entendu, ce n'est, comme le disait notre camarade tout à l'heure, cet anniversaire, c'est un petit peu une façon de faire le point et de dire quels sont les points positifs. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, le chemin est un petit peu long, mais nous sommes tous décidés à le poursuivre. Merci. Donc, merci Fatima, donc Saïd. Oui. Bonjour, je m'appelle Saïd Fawzi, je me présente, je suis un ancien exilé durant les années de plomb de Hassan II, et ancien président de l'association de défense des droits de l'homme. J'ai adhéré spontanément au mouvement 20 février au niveau de Paris avec un ensemble de militants démocrates de longue date, avec des jeunes qui sont venus à la lutte et à travers le mouvement. Et donc c'est à partir de leur demande, ils m'ont demandé de présenter un petit peu le niveau de discussion et de débat au niveau de Paris pour le transmettre et le partager avec vous en participant à la caravane. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Malheureusement, j'avais préparé toute une intervention, donc je vais essayer de la condenser pour respecter le timing qui vient de changer pour s'adapter à la nouvelle situation. Donc je vais un petit peu travestir ce que j'avais préparé, je vais lancer le compteur pour respecter le timing et condenser au maximum. Donc c'était une intervention qui est avec le titre 20 février, mouvement 20 février, une année déjà. Rien qu'avec le titre, je voulais casser l'idée, avec l'idée de dire ça fait une année qu'on est en train de lutter, on n'est pas arrivé. Donc je voulais qu'on transmette ça par un message d'avenir, un message de lutte, un message de perspective de lutte, que déjà une année, c'est rien dans la lutte sociétale, la lutte sociale, la lutte de la demande et la revendication de la démocratie qui a été déclenchée par le mouvement 20 février en continuité à la lutte de notre peuple, en continuité à la lutte qui était dans des moments très durs, des atteintes graves des libertés et des droits de l'homme au Maroc. C'est déjà une année où il y a plein d'acquis, où il y a plein d'avancées, et nous pouvons qu'encourager les jeunes et les moins jeunes et tous les démocrates et tous les militants au Maroc pour continuer la lutte. Nous sommes en train de gagner, nous avons gagné énormément d'espace démocratique, nous avons gagné des choses au niveau fondamental, au niveau de la Constitution. Personne ne bougeait, personne n'osait plus dire. La Constitution durant l'ère de Hassan II et après l'indépendance se discutait au palais. C'est la première fois que le mouvement a exigé un débat public sur la nécessité du changement constitutionnel. C'est la première fois que le mouvement populaire marocain a traversé les débats des salons et a imposé un rythme au pouvoir qui gérait et manageait l'ensemble du processus et l'ensemble de la vie politique marocaine. C'est déjà en soi un grand acquis. Et donc par rapport à ça, et puis la deuxième question, ça c'est le constat, et c'est un constat qui donne des perspectives. Donc j'imagine bien que j'ai passé 2 minutes à expliquer le titre, donc je ne vais pas pouvoir exposer les 20 pages, donc je vais essayer de... Donc, et la question était, que faire à l'étranger? Donc l'intervention était axée sur une année déjà, les réussites, ce que nous avons réussi et ce qu'il nous reste à améliorer, et puis terminer avec ce que nous pouvons faire et dans une manière globale. Et troisième point, c'était que faire à l'étranger? Qu'est-ce que nous pouvons faire à l'étranger pour aider le mouvement 20 février à l'intérieur, aider notre peuple à l'intérieur, aider les démocrates marocains dans la lutte qui mènent sur le terrain? Comment nous, à l'étranger,
comme on l'a déjà fait durant des années de plomb, comme on a réussi à casser et à poser le problème à la tyrannie du roi Hassan II à l'époque des années de plomb, comment on pouvait le faire maintenant avec plus de moyens de communication, de pression et d'organisation qu'on peut mettre en place pour donc ça démarrait par l'origine, donc je vais essayer de résumer, je ne sais pas comment, mais en tout cas c'était de rappeler que le mouvement 20 février rentre dans deux perspectives. Il fait écho à deux choses. C'est déjà ce qui se passait dans le monde arabe et dans ce qu'on appelle le printemps arabe, donc les révoltes dans le monde arabe dans le sens géostratégique. Donc le Maroc ne pouvait pas rester à l'écart. Les Marocains ne pouvaient pas rester comme spectateurs. Et ça, c'est pas pour des raisons sentimentales, c'est pour des raisons objectives, pour des raisons historiques, pour des raisons parce qu'ils vivent tout simplement la même chose que les autres peuples. Deuxième écho, c'est que le mouvement 20 février, il fait suite à une accumulation d'expériences de lutte qui était sur plusieurs domaines d'action qui étaient au niveau de la société. Et puis, je voulais relater l'expérience parisienne, puisqu'on va partager avec les autres coordinations qui viennent d'autres pays, d'autres villes. C'est qu'au niveau de Paris, les associations historiques de l'immigration marocaine, et c'est dès avant même le 20 février, ils ont appelé à la manifestation de 20 février. Et depuis ce jour-là, les militants à Paris se réunissent chaque jeudi pour organiser le travail, organiser les activités à Paris pour soutenir le mouvement à l'étranger. Et donc, à l'initiative des associations historiques de l'immigration marocaine, l'AMF, l'ATMF, les anciens exilés politiques et les militants démocrates, les associations des droits humains, ASDOM, Forum, Amis de l'ANDH, APADM et les forces démocratiques à Paris, Voix démocratique, PSU, PATS, donc il y avait une union spontanée, naturelle de l'ensemble des militants à Paris, ainsi que des jeunes qui étaient dans les groupes Facebook, qui se sont rencontrés naturellement et ils ont créé un comité marocain de soutien au mouvement février qui s'est transformé après à la demande des jeunes, parce qu'en fait, nous, on était des militants qu'on voulait apporter notre soutien, et il y avait les jeunes qui ont fait la revendication et la demande de changer le comité de soutien en mouvement de 20 février pour faire partie intégrante du mouvement. La lutte pour la démocratie, la liberté et l'égalité. Alors, ces manifestations... donc je vais procéder autrement. C'était pour dire que la lutte du mouvement est une lutte qui dépasse largement l'aspect social. Il y a fondamentalement des revendications de type social, mais lorsqu'on prend l'ensemble des revendications et des points de revendication du mouvement, ils sont éminemment politiques. Et donc ça c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est pour la première fois un mouvement de masse populaire s'est organisé autour des revendications politiques, qui était la revendication d'El-Anna, la démission du gouvernement, le Parlement, enfin je rappelle les points, je vais passer parce qu'il y a les documents de référence. Pour passer à des points comme ça, je vais essayer de trier parce que déjà je suis arrivé à 7 minutes. Dans la partie ce qui est positif dans l'expérience du mouvement, le plus grand acquis de cette année de lutte portée par le mouvement 20 février est la chute de la barrière de la peur. Notre peuple, les masses de notre peuple, les militants, les jeunes, les moins jeunes n'ont plus peur de l'Marzen. Ça, c'est un grand acquis du mouvement. Maintenant, après avoir cassé cette barrière, il y a énormément de revendications, de mouvements qui se mettent à
à se créer spontanément. Maintenant, c'est aux militants du 20 février, aux militants dans les autres instances, dans les autres structures organisées, d'organiser ces revendications, ces actions populaires qui risquent d'être spontanées, mal organisées et qui peuvent être utilisées par le pouvoir et ses agents pour être contre-productifs au mouvement démocratique et au mouvement de la démocratie qui est en marche d'une manière concrète, réelle au Maroc. Donc ça c'est un point essentiel qu'il faut en tenir compte. Et encore dans le positif, un des points promoteurs pour le travail futur et à mettre à l'actif du mouvement figure désormais la capacité de travailler, de faire collaborer des militants qui sont ensemble et des individus qui ont des parcours différents, qui ont une démarche, enfin pour résumer parce que je ne vais pas y arriver, l'essentiel de l'idée c'est قبول ديال الاختلاف بمعنى ان les militants marocains et dans l'expérience de 20 février ils ont appris, ils commencent à apprendre et nous devons continuer à apprendre à être démocrates parmi nous. La démocratie ce n'est plus une revendication vis-à-vis de l'État, mais elle doit être une pratique, une expérience marocaine au sein de notre peuple. Entre nous, militants démocrates, on était peut-être un petit peu pas démocrates, justement, parce qu'on croyait chacun de nous possédait sa propre vérité, que c'est lui qui a droit par rapport à l'autre, c'est lui qui a raison par rapport à l'autre. L'expérience a démontré, et c'est un acquis de cette année, c'est que les militants, indépendamment de leur sensibilité, qu'ils soient amazigh ou pas, les militants qui soient sensibles à telle ou telle problématique ou pas, les militants qui soient organisés dans tel parti ou pas, que c'est l'ensemble de ces militants, la convergence de l'ensemble de ces efforts, c'est vers ça que nous pouvons apprendre et nous transmettons à notre peuple la vie ensemble. Vivre ensemble se construit. Le vivre ensemble se construit à travers cette expérience qui est formidable, qui est un acquis. Voici sont vos femmes ici. Et si vous ne vous battez pas contre l'injustice, contre les... Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Voyez ça, c'est ça la démocratie. C'est la démocratie. Les femmes, elles sont là, elles seront toujours dans la lutte. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Moi, je suis une femme. Les femmes, elles seront toujours là. Et en tout cas, les démocrates... Les démocrates marocains pensent... Ouais, les démocrates marocains et les militants marocains pensent que la lutte et la liberté et les droits des femmes est un droit fondamental qui est dans le cœur de notre revendication. Et donc, donc c'était un petit rappel pour alerter les militants du fait qu'on ne voit pas les réalisations des points revendiqués, que peut-être ça peut nous pousser à dire qu'on n'y arrive pas. Non, au contraire, nous avons déjà réussi pas mal de choses. L'insuffisance et amélioration, donc je ne vais pas détailler par rapport aux insuffisances, mais on peut dire que le mouvement n'a pas avancé par rapport aux revendications figurant sur sa plateforme, mais cela dit, il a permis au Maroc de faire des avancées indéniables. Et là, je citais la nouvelle constitution, c'est ce que j'avais prévu, donc je vais sauter. Insuffisance et amélioration, absence de lutte en faveur de la parité est à corriger rapidement pour renforcer la lutte du mouvement pour l'égalité. C'est pour avancer en termes de revendication et poser la problématique des droits des femmes. Donc il y a des énormes efforts à faire dans l'organisation, parce qu'effectivement nous avons choisi une organisation ouverte, des décisions qui se passent à travers des assemblées générales, mais il faut avancer sans que ce soit une structure
traditionnelle, il faut garder la vitalité, l'ouverture du mouvement, mais il faut quand même trouver des moyens pour organiser le travail. L'absence de structuration ne doit pas empêcher une amélioration organisationnelle. Le caractère populaire du mouvement est seul gage de sa crédibilité. Donc je passe. L'enjeu, bon, je pense que j'ai gardé la cohérence de l'idée par rapport à cette problématique. Maintenant, que faire à l'étranger? Je m'excuse, je pense que j'ai dépassé largement de 3 minutes, donc je vais condenser encore cette partie-là de que faire contre la stratégie de communication. Le pouvoir et le Makhzen, il est dans une lutte acharnée, il n'est pas naïf. Il est dans une lutte acharnée, structurée, organisée, où il mobilise ses compétences et il a des cadres supérieurs qui conçoivent la lutte qui mène contre nous, qui mène contre tous les démocrates et contre le mouvement. Il a commencé par quelque chose de très essentiel, et ça fait partie des blocages que nous avons ici à l'étranger, c'est que les journalistes français, je parle de l'expérience française, et nous avons des contacts avec les journalistes français. Pour eux, le Maroc n'est pas une urgence. Rien ne se passe au Maroc. Parce que l'urgence, c'est la Syrie, c'est dans les autres pays où il y a du sang, il y a le scoop journalistique. Mais au Maroc, il n'y a pas d'urgence parce que aussi les journalistes marocains ne parlent pas de ces mouvements. Et pourquoi les journalistes marocains ne parlent pas de ces mouvements? Parce qu'ils étaient sapés d'une manière organisée, déterminée, ciblée par le pouvoir. Donc, il y avait un objectif pour domestiquer les journalistes, et les journaux marocains, il y en a énormément. Par l'intimidation des journalistes, par le non-respect de la liberté d'expression, d'opinion, la fermeture des journaux, et par l'asphyxie économique. Nous avons un Makhzen intelligent, nous n'avons pas un Assad Kambo, et ainsi, aujourd'hui, et malgré la diversité des titres, nous avons actuellement des journaux qui appartiennent à la même tendance éditoriale. Ils peuvent différer au niveau de leur appartenance politique, de leur tendance, mais éditoriale, c'est la même chose. Donc, ils ne couvrent absolument pas les manifestations du mouvement et les mouvements sociaux au Maroc. Et tout ça pour présenter le Maroc comme un pays d'exception, loin de tout ce qui pourrait tourmenter le... Et donc là, si on prend conscience de ça, nous avons un rôle. Nous avons un rôle à coordonner avec les militants au Maroc pour lister toutes les atteintes des droits de l'homme. Lister maintenant, nous sommes incapables d'avoir une liste de tous les prisonniers du mouvement. On ne les connaît pas, on a quelques noms par-ci par-là, on ne connaît pas leur numéro d'écrou pour ceux qui sont en prison, alors qu'il suffit qu'on travaille avec acharnement, avec les militants à l'intérieur pour lister déjà les victimes du mouvement, avoir leur numéro d'écrou, et nous à l'étranger propager ça pour demander à tous les citoyens européens d'écrire des lettres de soutien à ces prisonniers au sein des prisons du Maroc, au sein des prisons du Makhzen. C'est un soutien énorme au mouvement. C'est un soutien énorme à tout ce qu'on pourrait, au blocage que les journalistes veulent faire subir à la lutte du peuple marocain. Et on pourrait, à travers ça, d'une manière concrète, discuter avec nos partenaires à l'étranger. Présenter donc la stratégie aussi de communication qui était en face, c'est pour la contrer, qui elle présente le mouvement 20 février comme un mouvement sous influence des extrémistes gauchistes, islamistes et en phase de dislocation. Donc si on est conscient de ça, on va démontrer le contraire, tout simplement, que nous sommes tout simplement des militants pacifistes, des militants démocrates qui demandent le b.a.-ba de la démocratie. Nous ne sommes absolument pas extrémistes, nous sommes des militants qui demandent le b.a.-ba de la démocratie, et une démocratie réelle, tout simplement. Et il présente aussi les manifestants du mouvement social, parce que là, c'est ce que j'avais signalé, dans différentes villes comme des délinquants, l'exemple des événements de Taza, d'El Jadida, de Salih, de Bnimla. Que faire à l'étranger encore? Développer l'organisation, organiser des actions ciblées, orienter désormais nos actions et manifestations vers des endroits symboliques. Donc je réduis largement.
apporter le soutien nécessaire aux différentes luttes au Maroc pour la démocratie et la liberté en s'inspirant de notre expérience. Elle est énorme. L'expérience des luttes à l'étranger durant les années de plomb. On avait moins d'informations, on avait moins de possibilités, on était plus encadré par un régime beaucoup plus répressif, beaucoup plus intimidant, et on arrivait à casser le mur de silence. Mettre en place davantage de coordination et une intercoordination avec les sections des différents pays européens où le mouvement est déjà présent. Voilà, merci. Merci Saïd et merci aussi pour nous rappeler que surtout maintenant nous vivons une nouvelle époque, hein, soit on le veuille ou non. Ça c'est une époque nouvelle. Maintenant c'est pas comme avant, donc on peut dire c'est pas uniquement le 20 février, mais le départ de Ben Ali, donc il a déclenché vraiment une autre époque. Et cette époque-là, il faut travailler autrement, il faut penser autrement, il faut construire ensemble autrement. Donc c'est merci de rappeler qu'il faut savoir vivre ensemble et construire notre avenir ensemble. Voilà, donc par manque d'espace, maintenant je vais demander aux intervenants, les trois, pour laisser la place, parce qu'on a encore une autre partie de droits intervenants. Donc maintenant, je les invite à prendre place. Donc voilà, donc par rapport, donc il y a une remarque qui m'a été faite. Donc par rapport à d'autres, donc je l'ai dit déjà, je l'ai rappelé au départ, les autres de l'Allemagne et d'autres, donc à la fin, donc on a terminé avec les thèmes, donc ils vont venir, mais c'est pas maintenant. C'est mieux de venir parce qu'ils sont pas de... Voilà, vous pouvez venir alors, donc c'est... Donc voilà, donc maintenant on va commencer avec les médias et la vie par Mohamed. Ça marche. محمد أشهبار حركة 20 فبراير في لندن. المهم الموضوع يتعلق بالإعلام وحركة 20 فبراير. سأتخصص وأتحدث عن الإعلام الرسمي والشبه الرسمي المغربي في التعامل مع حركة 20 فبراير. لعل عندما نتحدث عن الإعلام والصحافة إننا نتحدث عن السلطة الرابعة. أعرف أن يعني إضافة يعني إلى السلطات الثلاث معروفة. يعني نتحدث كيف أن المغرب أو الإعلام المغربي الرسمي والشبه الرسمي استغل هذه السلطة الرابعة في تمرير خطاباته وتمرير حيله. ولعل السؤال الرئيسي هنا الذي يجب طرحه كيف تعامل الإعلام الرسمي والشبه الرسمي مع الحراك الشعبي وبالأخص 20 فبراير. والجواب على هذا السؤال يستدعي مني استحضار ثلاث فترات. الفترة الأولى تتعلق قبل تأسيس حركة 20 فبراير، والفترة الثانية أثناء تأسيس حركة 20 فبراير، والفترة الثالثة بعد تأسيس حركة 20 فبراير. قبل تأسيس حركة 20 فبراير يعني بعد بروز أو ظهور الشرارة الأولى للحراك الشعبي أو ما يسمى بربيع الشعوب الذي برز في تونس ومصر إلى غير ذلك. هنا
الإعلام الرسمي أو النظام المخزني المغربي أحس بأن الموجة ربما قد تصل إليه، فقام بدعاية أو قام بحملة إعلامية استباقية من أجل تقديم المغرب كأنه حالة استثنائية في هذا الربيع. كيف؟ يعني استغلال الإعلام العمومي الذي تدفع من دافع الضرائب أي من المواطن المغربي من أجل مصلحته الخاصة، وهي تقديمه أنه حالة استثنائية وأن المغرب لا يمكن أن نتحدث عن ما يسمى بالثورة أو شيء من هذا القبيل، وإنما النظام المغربي نظام يستجيب لطموحات الشعبية ويستجيب لكل شيء. يعني هذه أول حملة استباقية. لكن أثناء التأسيس سننتقل أثناء التأسيس استغل الإعلام المغربي الرسمي والشبه رسمي الصحافة المكتوبة الإلكترونية بعض الأقلام المأجورة لتقديم أن هذه الحركة هي عبارة عن دردشة في الفيسبوك، دردشة المراهقين، كما جاء في عمود الصحفي المعروف رشيد نيني في عموده شوف أن هذه مجرد حركة أو دردشة المراهقين، هكذا وصفها في عمود رشيد نيني. يعني أن يريدون أن يخلخلوا هذه الحركة في بداية تأسيسها عبر اللعب بعد وصفها بدردشة المراهقين، جاءت اللعب على أوتار الدين باعتبار أن هؤلاء الشباب ملاحدة، أن هؤلاء الشباب ينكرون الدين إلى غير ذلك من التهم الملفقة لهؤلاء الشباب يعني أثناء التأسيس. لكن بعدما